Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Tous les jours, nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Et d'ailleurs, notre grande interrogation du jour, on parle justement d'une autre affaire, RFI et France 24 au Mali vers la levée de l'interdiction. C'est notre grande interrogation. Il faut préciser par ailleurs, mesdames, messieurs, comment parvenir à faire lever l'interdiction définitive des médias France 24 et RFI au Mali. Quel était l'objectif de la mission de haut niveau effectuée par la plateforme des instances de la régulation de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée? C'était le lundi 30 mai dernier à Bamako. Comment parvenir donc à lever l'interdiction définitive des médias France 24 et RFI au Mali? Eh bien, on se interroge également, conduite par son président Babacar Ndiaye, président du Conseil national de la régulation de l'audiovisuel, le CNRA, eh bien, du Sénégal, et comprenant Maître René Bourgoin, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de la Côte d'Ivoire, et Rémi Prosper Moretti, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication du Bénin. Cette délégation de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée a échangé avec les autorités du pays sur l'interdiction définitive de RFI et de France 24 au Mali. Les échanges devaient se poursuivre avec les responsables des médias concernés pour rapprocher les points de vue des parties en vue d'aboutir à une décrispation permettant la reprise de la diffusion de RFI et France 24 au Mali. Seulement du côté de la population, mesdames, messieurs, eh bien, le peuple malien est contre et reste encore sur sa position de ne plus entendre parler de RFI et de France 24 sur son sol. Mais seulement selon un communiqué daté du lundi 30 mai 2022 et signé de son président, la délégation de la plateforme a été reçue en audience par le Premier ministre malien, son Excellence Dr Sogel Kokala Maïga. Eh bien, le communiqué ajoute qu'auparavant, une séance de travail s'est tenue entre les présidents des autorités de régulation de l'audiovisuel, de la délégation de la plateforme et le président de la Haute Autorité de la Communication du Mali, entouré des membres du collège de cette institution. Ainsi, au cours de la réunion, la délégation a été informée des manquements à l'éthique et à la déontologie et des violations de loi constatées par le régulateur malien. Ce sont ces faits qui ont sous-tendu la décision du 25 avril 2022 portant retrait définitif du service de RFI et France 24 a assuré d'ailleurs la HAC du Mali, et le communiqué de poursuivre cependant tenant compte du plaidoyer des membres de la délégation de la plateforme. Il a été convenu de la mise en œuvre d'actions pouvant constituer des avancées dans le sens d'une solution équilibrée et respectueuse des lois et règlements du Mali en matière de régulation de la communication audiovisuelle. Une question donc cependant, mesdames, messieurs, est-ce que RFI et France 24 vont respecter les lois maliennes? Est-ce que RFI et France 24 vont continuer justement à émettre sur le sol malien? D'ailleurs, tout le continent africain se lève pour dire, eh bien, le peuple africain décide aujourd'hui qu'on ne veut plus entendre parler de France 24 et de RFI sur le continent noir. Voilà pourquoi nous aussi, nous nous interrogeons au cours de cette autre édition de Parole panafricaniste, RFI et France 24 au Mali vers la levée de l'interdiction. Et bien, pour répondre à nos questions et partager justement cette information avec nous, nous sommes avec un panafricaniste de première heure. Il s'agit de Bertrand Tatinda. Bertrand Tatinda, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngoss. Merci de m'avoir invité. Très heureux de vous avoir. Je suis très content d'être dans ce studio magnifique, de vous retrouver. C'est pratiquement votre troisième vie. Je vous ai connu dans une première vie quelque part, dans une deuxième vie. Mais je ne comprends pas, vous avez une capacité à rebondir. Vous disparaissez et puis un matin, on vous revoit au cœur des enjeux des batailles panafricanistes. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. C'est ma toute première. Bonsoir, bonjour à vos milliards, milliers. D'ailleurs, on m'informe que vous en êtes déjà aux milliards de téléspectateurs. Vous voyez la responsabilité que vous avez? Beaucoup de responsabilité. Donc vraiment, merci beaucoup. C'est un sujet intéressant que vous mettez à cette discussion qu'on aura ensemble. Très heureux de vous avoir, Bertrand Tatinda, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous êtes un panafricaniste de la première heure. Et moi, je suis très heureux de vous avoir sur le plateau de Panafricaniste TV. Vous avez suivi justement cette information. On se rappelle de ce que le 22 avril dernier, eh bien, les autorités maliennes ont pris l'initiative, d'ailleurs la décision, on va le dire comme ça, de suspendre l'émission de deux chaînes de télévision françaises. On parle bien sûr de RFI et de France 24. Malheureusement, le 30 mai dernier, eh bien, une délégation composée, on va le dire comme ça, des membres de l'audiovisuel ouest-africain,
maliennes ont pris l'initiative, en tout cas de dire qu'il faut lever cette interdiction. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, je pense que ça sera très difficile. Au vu de l'état actuel des relations entre le Mali et la France, ça sera très très difficile de prendre ces décisions. Parce que prendre ces décisions sera, de mon point de vue, une décision éminemment politique. Et il faudra concilier le besoin des populations maliennes, avoir beaucoup plus de liberté, à s'affranchir d'un ancien partenaire qui a fait beaucoup de mal au Mali. On le verra au cours de l'émission sur 60-70 ans de coopération. Et rétablir un instrument de propagande qui véhicule ce que nous appelons la communication stratégique en temps de guerre, qui n'a rien à voir avec l'information. D'ailleurs, la problématique est de savoir que font les autres pays de l'UMOA. Cet instrument a joué un rôle néfaste, M. Ngos, vous le savez, dans la crise ivoirienne. Cet instrument a joué un rôle néfaste dans ce qu'on va appeler la mère des crises au sein de la CEDEAO, la crise libérienne. La crise libérienne va accoucher de la crise en Sierra Leone. Elle va mettre des éléments conflictogène de la crise ivoirienne. Des mercenaires libériens vont être recrutés. Cet élément va jouer un rôle néfaste dans la vision de nos chefs d'État et même dans ce qu'on peut appeler des coups d'État. Donc, rétablir ça sera très très difficile. On aura du mal à comprendre où veut aller le Conseil national de la transition. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il y aura, à l'appui de ce Conseil national de la haute autorité de la régulation qui comporte, on voit le camarade de Côte d'Ivoire, du Bénin, il y aura ce qu'on va appeler les missions bonnes offices de l'Union européenne. L'Union européenne va y aller parce que dans le quotidien des Maliens, pratiquement chaque jour, je vais vous donner un chiffre, M. Ngos, près de 60 à 65% de Maliens s'informent sur RFI, dont le peuple malien a été endormi. Donc, ça a été un peu aussi une révolution dans les consciences de se dire, ça en est terminé. Mais il faut se poser la question pourquoi cet instrument a été suspendu. Donc, ça fait partie d'une décision prise dans un package, d'affrontements qui existe. Il y a eu, premièrement, l'expulsion de l'ambassadeur de France. L'ambassadeur de France n'a cessé de se mêler des affaires intérieures au Mali. Quand vous êtes ambassadeur dans un pays comme le Mali, dans ces pays qu'on appelle les anciennes terres coloniales françaises, c'est l'ambassadeur de France qui interprète ce qu'on appelle les accords de coopération. Ça veut dire que si le pays est attaqué par un mouvement rebelle, c'est le président de la République qui a obligation de faire appeler l'ambassadeur de France et de demander à l'ambassadeur de France d'intervenir. Sauf que l'ambassadeur de France, lui, il met un premier avis et transmet la demande du président de la République à l'état-major militaire de France. Et c'est le chef d'état-major de France, en fait, qui décide s'il faut une intervention ou pas, selon les intérêts de Paris. Il peut décider que c'est une affaire interne à votre pays, et bien la France n'a pas besoin d'intervenir parce que très souvent, qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient derrière les rébellions et on avait des accords de coopération militaire. À partir de là, ils activaient la rébellion pour faire chantage au président de la République, laissaient la rébellion gagner du terrain et faisaient ce qu'on appelle une intervention d'interposition. On l'a vu en Côte d'Ivoire. Qui était derrière la rébellion en Côte d'Ivoire? C'était la France. Mais quelle était la force d'interposition qui a justement empêché au gouvernement ivoirien, légal, légitime, reconnu par tout le monde, de lancer une contre-attaque et de faire même appel à des pays amis? Parce qu'on a souvent reproché au président Gbagbo que, mais si vous aviez fait appel à l'Angola, au Nigeria, au Cameroun, à des pays amis, peut-être, sauf que très vite, une semaine après la rébellion, la France s'était interposée et avait coupé la Côte d'Ivoire en deux. Donc, il y a d'abord ça, l'expulsion de l'ambassadeur de France. Donc, c'est un symbole fort. Ça veut dire marquer la présence française de façon claire au Mali, la mettre carrément dehors. Parce qu'un ambassadeur, c'est un bout de territoire français représenté par ce que je peux appeler le chef de la diplomatie française dans votre pays qui est mis dehors. La deuxième des choses, il y a eu un problème sur la coopération militaire, M. Ngos. N'oubliez pas que le gros problème sur la coopération militaire avait commencé parce que les Maliens ne voyaient pas de résultats et surtout avaient un comportement curieux. Parce que le militaire français était devenu le militaire politique. C'est-à-dire que le militaire français avait des relations clairement établies avec la coordination des mouvements de l'Azawad. Or, la coordination des mouvements de l'Azawad renferme à son sein un certain nombre de personnes qui veulent carrément la mise sur pied d'un État autonome à l'intérieur des frontières maliennes. Or, la France avait une attitude ambiguë. Elle va bricoler, elle va encourager, elle va surfer dans ce qu'on va appeler les accords d'Alger, mais elle ne va jamais avoir une position relativement claire et dire le Mali c'est un pays laïque, le Mali est un et indivisible. Elle n'aura jamais cette position. Même quand elle aura cette position le jour, M. Ngos, la nuit elle va avoir des attitudes bien curieuses. Il y a eu une rencontre qui s'est passée en Italie où elle va prétexter qu'elle essaye
de mettre autour de la table les mouvements et les groupes rebelles en vue de voir comment on règle le problème. Mais non, c'était pour rassurer les mouvements djihadistes et dire, certes, oui, il y a Takuba, l'armée malienne est là, il y a des forces d'interposition, il y a la MINUSMA, mais le projet que nous avons pour vous, le soutien politique et géopolitique que nous avons pour vous demeure. Ça a été la rencontre d'Italie où la France est allée réaffirmer son soutien au mouvement rebelle, au mouvement djihadiste, alors que devant le pouvoir malien, et sourire au pouvoir malien en expliquant qu'elle est là pour jouer les bons offices. Donc il y a eu ce gros problème et patatras, M. Ngoz, un matin, est décidé, M. Macron, en 2020, décide d'alléger le dispositif et de partir. Mais ce n'est pas possible. Vous êtes dans un accord militaire. Vous êtes dans un accord militaire, c'est-à-dire un accord militaire édicte les droits et les devoirs de chacun. Mais vous êtes dans une coopération, c'est-à-dire que vous êtes les deux propriétaires et détenteurs de l'accord. Ça veut dire que s'il faille rompre l'accord, s'il faut négocier le nouveau contour de l'accord, mais M. Ngoz, le minimum, c'est qu'on on se mette ensemble et on s'assoit, on discute. Eh bien, M. Macron décide de le faire de façon unilatérale. C'est ça qui a entraîné la déclaration du Premier ministre Dr Choguel Maïga au Conseil, à la réunion du Conseil de sécurité qui expliquait qu'on a été abandonné en plein vol. En même temps, la France soutenait sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan géopolitique les djihadistes. Le pouvoir d'Ibeka était tombé. Le pouvoir d'Ibeka avait sabordé l'État. L'État n'existait plus. Qu'est-ce que le Mali fait dans une situation comme celle-là? Eh bien, le Mali a appelé un partenaire de choix qui a été la Russie. Ça a été un gros désaccord. Et la France va embarquer l'Union européenne derrière ce désaccord en décidant, elle, la France, de faire partie de la force Takuba qui était une force européenne et qui servait à la France de se voir financer son opération au Sahel. Parce qu'elle n'avait pas d'argent. Donc, il fallait embarquer l'Europe dans cette histoire, vendre son impérialisme auprès des Européens qui, de façon assez naïve, les Européens vont décider, oui, accompagnons tant bien que mal, on peut accompagner et puis le moment venu, on peut réchauffer nos relations avec le Mali et le Mali peut être un grand partenaire parce que c'est un grand pays, le Mali. C'est un grand pays, une grande population, une grande civilisation, M. Ngoz. Donc, il va embarquer là et les pays européens, les pays nordiques, le Danemark, la Norvège, la Finlande, ce sont des pays bien gérés, ce sont des pays qui ont beaucoup d'argent, et bien ils vont financer l'histoire, mais la France va les embarquer dans un retrait de cette histoire. Troisième point. La quatrième point était la sortie du G5 Sahel, qui est la conséquence des sanctions iniques de la CEDEAO. Comment vous pouvez voter, faire violer des textes communautaires parce que vous voulez asphyxier un pays? Eh bien, le Mali n'avait plus le droit, à la limite, de sortir de ses frontières. Comment vous êtes dans une alliance militaire, de combattre le djihadisme sur 5 millions de kilomètres carrés? Comment vous faites quand vous asphyxiez un pays sur le plan économique et surtout quand vous dites à ce pays que ni son armée, ni ses officiels ne peuvent sortir du territoire? Donc il va sans dire que c'était une façon d'éjecter le Mali du G5 Sahel. Et nous les panafricanistes, une fois que les sanctions de la CEDEAO sont apparues, M. Ngoz, ben, nous avons passé le temps à crier, à dire au gouvernement malien qu'il n'y a plus de G5 Sahel. Il n'y a plus de G5 Sahel parce que vous ne pouvez pas être dans une alliance militaire alors que vous avez une CEDEAO, la sous-région, la réunion, l'ensemble des pays de la CEDEAO mise dans une organisation qui ne vous reconnaît plus. Cette organisation ne reconnaissait plus l'État malien, a demandé la fermeture des frontières. Comment on met une coopération militaire? Le Premier ministre et tous les officiels vont se rendre compte que c'est la France de l'extérieur qui instrumentalise ces CEDEAO. Résultat des courses, il fallait sortir du G5 Sahel. Mais entre-temps, le Mali s'est rapproché de l'Algérie, le Mali s'est rapproché de la Russie, le Mali s'est rapproché de la Guinée, le Mali s'est rapproché de la Mauritanie. Et nous, les panafricanistes, nous allons donner une idée aux Maliens de lancer une vaste réunion, une vaste conférence de paix et de lutte contre le djihadisme en invitant 2 ambassadeurs de choix comme étant des personnes ressources, des personnes témoins et des partenaires de confiance, l'ambassadeur de Chine et l'ambassadeur de Russie. On a dit lancez-la et c'était à l'État malien, à partir de sa diplomatie, de se déployer auprès des responsables guinéens, auprès des responsables mauritaniens, auprès des responsables algériens, de mettre sur pied la situation dans la Sahel, la situation du Mali, les injustices contre le peuple malien et de décider de mettre sur pied un G4+2, c'est-à-dire que Guinée, Mali, Mauritanie, Algérie, plus
ce qu'on peut appeler des partenaires extérieurs, observateurs, amis, qui peuvent même être aussi même des alliés dans cette lutte contre le terrorisme. Surtout que la Chine a tout à gagner. Elle fait des affaires partout en Afrique. Exactement. Et nous l'avons dit, nous avons vu que sans le mettre sous la forme dont on le demandait, eh bien, le Mali l'a mis sous une forme d'abord de coopération économique. Le port de Guinée, aujourd'hui, on parle de 50 000 tonnes de coton malien. Il parle de pouvoir accueillir 120 000 tonnes de coton malien. Le port de Mauritanie est en train de faire des aménagements pour pouvoir davantage accueillir les exportations maliennes. L'Algérie a été claire. On ne va pas asphyxier le Mali. Donc, en ce moment, en ce qui concerne des produits pharmaceutiques, des produits de première nécessité, j'ai suivi personnellement le président, l'envoyé spécial du président Tebboune, expliquer que l'Algérie sera aux côtés du peuple malien. Et la Russie apporte le matériel militaire pour renforcer les capacités opérationnelles. Pékin est là, Pékin se dit je suis à disposition. Vous savez, Pékin, partout où il y a possibilité d'affaires, il y a Pékin. Et Pékin a le cash flow. Donc Pékin est là et dit je suis à disposition, vous faites appel à moi dans le domaine où vous voulez. Je rappelle que la Chine déploie même déjà des casques bleus. Il y a des casques bleus chinois au Soudan du Sud. Donc là où il y a intérêt chinois, ils arrivent alors que dans leur stratégie, dans leur vision diplomatique et même politique, ils n'ont pas trop cette envie de déployer des militaires chinois, un peu comme l'Allemagne, mais on connaît les raisons de l'Allemagne à partir de sa défaite de 1947. Mais aujourd'hui, la Chine arrive à déployer des éléments de ses forces de sécurité sur d'autres territoires pour pouvoir apporter la paix, surtout quand elle a des intérêts. Donc voilà un peu, M. Ngos. Or, expulsion de l'ambassadeur de France, fin de la coopération militaire, suspension des médias, sortie du G5 Sahel. Comment vous faites pour rétablir RFI et France 24, alors que c'est RFI et France 24 qui ont vendu tout ce brigandage, qui ont vendu cet impérialisme en faisant fi de ces questions d'ordre politique qui, de mon point de vue, doivent d'abord être résolues. Véritable question épine sous les pieds, comment je peux dire, des responsables de la transition malienne. Je vais vous donner justement une déclaration, hein, on va le dire comment, de France Média Monde, qui, on va le dire comme ça, avait fait une sortie après la suspension de RFI et France 24. Voici sa déclaration. Nous continuerons à couvrir l'actualité au Mali qui intéresse l'Afrique tout entière, comme le reste du monde. Toutes les solutions techniques seront mises en œuvre pour rendre accessibles nos médias aux Maliennes et aux Maliens qui souhaitent continuer à recevoir une information libre, experte et ouverte sur le monde. Aujourd'hui, la grande interrogation est de savoir, est-ce que France Média doit forcer, alors peut forcer aujourd'hui les Maliens à suivre RFI France 24? C'est le gros bluff. Monsieur Ngos, la France s'est toujours comportée comme ça. Et c'est pour ça que le président Banankani, chaque fois que nous avons à discuter ensemble, d'ailleurs, il a souvent dit sur votre plateau que, Monsieur Tatinda, la France ne sait pas parler aux Africains. Monsieur Ngos, quoi qu'on dise des Africains, nous sommes des gens, nous agissons souvent à l'émotion, nous sommes émotifs. Nous mettons souvent nos sentiments en avant, même là où il y a des intérêts fondamentaux pour nous. L'Africain, c'est quelqu'un qu'on peut prendre au sentiment, avec un minimum de respect, de courtoisie et de gentillesse. La Chine, les Chinois ne sont pas des enfants de cœur, monsieur Ngos. Xi Jinping, ce n'est pas un enfant de cœur. Poutine, ce n'est pas un enfant de cœur. Mais regardez comment ça match avec les Africains. Parce que même dans notre quotidien, monsieur Ngos, je suis convaincu que vous avez un voisin chinois et qu'ils sont d'une simplicité. Ils savent nous comprendre dans nos faiblesses, dans nos particularités, dans le respect de nos cultures, dans le respect de notre façon de vivre. C'est tout ce que nous demandons. Regardez les réactions des gens qui ont été chassés d'un pays dont ils étaient pratiquement des agents de la déstabilisation. Nous continuerons, nous allons le faire. C'est-à-dire que dans l'esprit de la France, vous n'existez pas. Vous êtes une terre coloniale. Et nous l'avons toujours dit. Voilà pourquoi nous disons que nous ne focalisons pas nos combats sur les chefs d'État. Nous mobilisons plutôt les masses. Oui. De savoir qu'à partir du moment où il y aura la masse critique d'Africains qui vont expliquer que plus jamais comme avant, monsieur Ngos, c'est la victoire. C'est la victoire. Donc, on ne peut pas laisser, parce que beaucoup nous interpellent, que M. Tatinda, M. Banda, vous parlez jamais des chefs d'État, vous soutenez les dictatures. Mais nous disons, un chef d'État ne peut pas aller à l'encontre des intérêts de la quasi-totalité de ces populations. C'est pour ça que je vous l'ai dit à l'entame, M. Ngos, le président de la transition malienne est prisonnier du vouloir des Maliens.
Qui fait sa sécurité? Qui fait son soutien? Qui fait sa légitimité? Eh bien, ce sont les Maliens. Si les Maliens veulent plus de France 24, si les Maliens veulent plus de France 2, eh bien, le président sur la transition dira à la France, eh bien, ils veulent plus de ça dans mon pays, il n'y aura pas de choix. Or, si la France était dans une démarche, comment je vais dire que d'information, si RFI était une radio d'information, France 24, une télévision d'information, M. Ngos, ce responsable de France Média serait au Mali pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Asseyons-nous. Est-ce que nous avons violé l'éthique? Est-ce que nous avons violé la déontologie? On s'en excuse. Ils ont répondu un communiqué que nous avons été suspendus 1 mois. Parce qu'avant la rupture du signal de façon définitive, M. Goss, il y a eu d'abord la suspension. Donc l'État malien a voulu voir la réaction des responsables français. Regarde la réaction. Or, s'ils étaient allés voir les responsables de la transition, et ça avait été une discussion en personne intelligente, et dire que voilà, chaque fois que nous aurons des informations sur le Mali, eh bien, on fera appel à un responsable de la transition. On fera appel à un responsable du gouvernement, de façon à ce qu'on confronte l'information. Je ne peux pas vous donner les cours sur votre métier. C'est votre métier, vous êtes journaliste. On va le vivre ici. Au début, en 2014, des attaques frontales et dures de Boko Haram contre l'État du Cameroun. Nous avons toujours crié à corps et à cri à nos responsables de faire arrêter le signal de France 2 et de France 24. Monsieur Ngos, ça me fera souvent pleurer. C'était terrible. Ils ont tout fait pour saper le moral des forces armées du Cameroun. Ils sont allés jusqu'à systématiquement, quotidiennement, donner des faux bilans. Expliquer que l'armée du Cameroun aujourd'hui a perdu 30 hommes, 50 hommes. Le Cameroun perd sur le front de guerre, ce qui était faux. L'armée du Cameroun a perdu du terrain. On va le vivre en 2014. À l'époque, le service de la communication de l'armée du Cameroun était assuré par un brillant colonel, pilote, le colonel Badjek, que je profite pour saluer avec beaucoup de dextérité. Il a pris sa retraite et il a ouvert un cabinet. Il apporte des conseils sur le plan stratégico-militaire. D'ailleurs, il travaille toujours avec l'armée parce qu'on va plus ou moins jamais en retraite au Cameroun. On reste un officier de réserve. Mais il passait le temps à interpeller RFI, d'expliquer que mais je suis à votre disposition. Pourquoi vous ne confrontez pas les informations? Je suis au front. J'ai une information vérifiable et vérifiée. Le but était de casser le moral des troupes camerounaises. C'est exactement ce qu'ils vont faire. Or, qu'est-ce qui amène la suspension? C'est justement un fake sur un pseudo-massacre de l'armée malienne sur des civils. Alors qu'il eût été certes de convoquer, d'appeler le ministère de la Défense malienne, de demander à avoir un responsable de la communication et de confronter cette information et d'avoir la version des faits de mal. Ils vont expliquer qu'il y a eu massacre, vont expliquer qu'il y a exaction sur les civils, vont expliquer et accompagner. Vous savez, il y a un package, il y a ce que j'appelle les organes de propagande, les moteurs impérialistes, et puis il y a un package accompagné de ce qu'on appelle aujourd'hui les ONG. Human Rights Watch, ces histoires de pacotille qui vous expliquent qu'ils sont acteurs de la société civile alors qu'ils ne vous diront jamais qu'ils sont dans leur conseil d'administration et comment ils sont financés. Jamais. Le secret le mieux gardé. Donc, c'est ça qui amène, parce qu'il faut savoir même ce qui amène la suspension de RFI et de France 24. C'est ça qui amène la suspension de RFI et de France 24. Donc, la réaction, vous faites bien de la lire, M. Ngos, c'est l'affrontement. Nous allons diffuser, nous allons émettre, en continuant à donner les fakes. Il n'y avait pas d'autre choix que de suspendre. Donc, aujourd'hui, ils passent derrière les hautes autorités morales de communication de certains pays. J'ai envie de dire à ces pays de quoi je me mêle. Justement, je vous posais justement la question. De quoi je me mêle? Comment comprendre justement l'attitude de l'organe, l'audiovisuel, on va le dire comme ça, de l'UEMOA et sans oublier de la Guinée? Mais il faut dire de l'UEMOA. C'est quoi l'UEMOA? L'UEMOA, ce n'est pas la CEDEAO. L'UEMOA, c'est l'équivalence ici de ce que nous appelons la CEMAC. C'est pratiquement la terre coloniale française. L'UEMOA, c'est le Bénin, c'est le Togo, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal. L'UEMOA, c'est la France. Les organisations internationales de l'UEMOA sont gérées par la France. Les banques affiliées à cette organisation internationale ont dans leur conseil d'administration les responsables français, dont l'UEMOA ne prend aucune décision. Justement, qui avait pris la décision de suspendre la signature de la Côte d'Ivoire? C'était l'UEMOA. Dans cette délégation, il y a justement un Français. Il y a justement un Français. Et je peux vous dire qu'on a mis Boubacar Diaye
M. Ngoz, pour ne pas quand même que ce soit relativement scandaleux. Mais c'est le Français qui est chef de délégation. Parce que le Français est directement en contact avec le ministère français de la communication. Oui. Le ministère français de la communication, c'est un ministère annexe de ce qu'on appelle le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, c'est le domaine réservé du président de la République. Le président de la République gère les affaires africaines dans ce qu'on va appeler la cellule africaine de l'Élysée. Oui. C'est au 3e sous-sol de l'Élysée. Regardez où c'est logé. Regardez où c'est logé. Ça n'a jamais interpellé les Africains. Au 3e sous-sol de l'Élysée. Et logé souvent dans les sous-sols, les prisons. Les prisons, les espaces de torture. C'est là où on loge la coopération entre la France et l'Élysée. Donc, il est tout simplement commis avec ses patrons de pouvoir négocier cette affaire. Et même dans la négociation de cette affaire, ça se fait sur les déclarations que vous dites. De dire à la transition malienne, eh bien, levez cette suspension. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, est votée aux États-Unis. Elle est passée en première lecture, je crois, au Congrès. Elle monte en ce qu'on appelle la Chambre haute. La loi sera votée. Le fait de pouvoir sanctionner des États africains qui ne veulent pas prendre leur distance avec la Russie. Justement. C'est dans un regard d'ensemble qu'il faut analyser même certaines situations africaines. C'est-à-dire que la France se rend compte qu'elle n'a plus les moyens politiques, géopolitiques, militaires, financiers de mettre les Africains au pas. Elle n'a plus ces moyens. La France se rend compte, et les pays européens, qu'ils ne sont plus une puissance géopolitique dans le monde. Oui. Une guerre peut avoir lieu en Europe, ils n'ont même pas la possibilité de proposer une sortie de crise, un accord de paix. Washington est devenu l'alpha et l'oméga. Mieux, ils n'ont pas de ressources énergétiques. Donc, ils sont esclaves de propriétaires de ressources énergétiques. Ils ne veulent plus du gaz et du pétrole russe. Il faudra bien que ce gaz et ce pétrole viennent de quelque part. Justement. Ils ont décidé de faire venir le gaz et le pétrole des États-Unis. Mais à partir du moment où la quasi-totalité de votre industrie dépend du bon vouloir des Américains ou des États du Golfe, qui sont des alliés indéfectibles de Washington, qui ont donné leur souveraineté à Washington en échange de la sécurité américaine. Comment vous êtes? Vous n'existez plus. Vous n'existez plus. Vous devenez une terre coloniale des États-Unis. Or, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le grand frère américain, on va voir le papa américain et on explique à Washington d'aider à reprendre la main en Afrique et le moment venu, on va se partager les dividendes de cette affaire. C'est compliqué. C'est pour ça que nous, les panafricanistes, nous disons, en même temps, nous avons des partenaires géostratégiques forts qui peuvent nous aider, mais dans une situation comme celle-là, on fait comment? Donc, les autorités maliennes seront aussi suspendues aux États-Unis, au prétexte qu'ils font entrave à la libre circulation des personnes et surtout à ce qu'on appelle le libre besoin de chaque citoyen de s'informer, à la liberté d'expression. Donc, soyez-en sûrs que dans les semaines qui viennent, il y aura un représentant de la diplomatie américaine qui va menacer le Mali de sanctions au cas où le Mali ne reviendrait pas sur cette décision-là. Donc, c'est une tacite entente à partir de la guerre ukrainienne que nous voyons entre l'Europe, qui ne vaut plus rien du tout, qui est devenue une bulle financière. Donc, la place financière de Paris avec son 440, la place financière de la City où s'échangent des valeurs monétaires, des valeurs mobilières, des valeurs minières. Voilà l'Europe. Donc, elle ne vaut plus rien. Donc, c'est le grand méchant américain qui porte même cette revendication. Voilà pourquoi il y a cet orgueil dans zéro, comme on le dit au Cameroun pour parler au quartier, cet orgueil dans zéro de ce responsable qui se la joue gros bras alors que les Maliens ne sont même pas avec eux. Pour sortir justement de cette autre édition de Parole panafricaniste, je vous poserai dans la question, donc RFI et France 24 étaient des instruments de guerre de la France de continuer à jouer son mauvais jeu sur le sol malien. Au-delà d'être instrument de guerre, d'être vecteur, palliatif de l'armée. Ce sont des militaires. C'est vous qui voyez M. Boisbouvier comme un civil. M. Boisbouvier, c'est un militaire. Quand il est en mission pour une interview de M. Ouattara, au-delà du fait que les questions qu'il pose à M. Ouattara, c'est un message qu'il fait passer de Paris à M. Ouattara et les réponses de M. Ouattara sont utilisées pour mettre l'armée française, les positions françaises, les diplomates françaises en branle.
et dans une véritable vision. Et M. Ouattara sait que ces réponses doivent être cadrées dans la stricte allégeance qu'il a fait à Paris. Donc RFI sont des organes de communication, des soutiens à l'impérialisme et surtout des organes annexes de l'armée. Mais la question de fond, je pose même à vos téléspectateurs, ils répondront comme ils veulent sur la page de cette grande chaîne. Oui. C'est de savoir s'il faille continuer à ce que nos enfants soient élevés à la mamelle de ces organes de communication. Parce qu'au Cameroun, M. Ngoz, RFI aimait, France 24 aimait à longueur de journée. Et mon fils suit ça. Il a l'impression d'être parfaitement informé quand il a suivi France 24. Je vais vous surprendre. Mon fils estime que Poutine est méchant. Nous avons eu une discussion il y a 2 jours difficile. Il me dit, mais papa, il est méchant. Il est allé envahir un pays qui ne lui a rien fait. Et regarde les massacres, papa. Mon fils, l'année prochaine, il fait son bac. Il est très brillant. Vous voyez? Or, tous nos enfants, qu'on le veuille ou non, M. Ngoz, sont élevés à la mamelle aussi de ces organes de communication. C'est la question de fond. Moi, je dis non. Quand nous prendrons le pouvoir, M. Ngoz, au Cameroun, dans notre pays, on fera suspendre cette histoire. Ou à défaut, il faudrait que la réciprocité soit vraie. Ça veut dire que vous, l'émission que nous passons là, doit pouvoir émettre là, en France, à partir d'un signal donné en ondes courtes. C'est-à-dire que tout Africain qui décide de suivre Panafrican TV puisse le suivre. Or, la réciprocité n'est pas vraie. Et quand vous êtes à Paris, vous n'arrivez pas à capter RFI. Vous n'arrivez pas à voir France 24. C'est-à-dire que dans les offres télévisuelles qu'ils donnent dans les différents bouquets, vous ne les avez pas alors que vous êtes en France. Mais ce sont en quelque sorte des organes qui sont chargés de projeter la vision française et surtout de préparer le terrain à un certain nombre d'actions de France. Il faut poser la question. Chaque panafricaniste doit pouvoir le répondre à son âme et conscience. Est-ce que son enfant doit continuer à être élevé par RFI, à être éduqué, à être cultivé par RFI et par France 24? Voilà les défis d'avenir, M. Ngoz. Merci beaucoup, Bertrand Tatinda, d'avoir été des nôtres ce matin encore. Merci beaucoup, M. Ngoz. Je vous promets que je reviendrai. Je suis très content. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde et que Dieu garde vos téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Et nous recevions au cours de cette autre édition Bertrand Tatinda, panafricaniste de première heure, qui vous a expliqué de long en large cette suspension et surtout ce retour, on va le dire comme ça, à la manivelle de France 24 et RFI du côté du Mali. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.